qu'on induit une plasticité cérébrale, on joue là-dessus en tout cas, et peut-être que cette plasticité, elle n'est pas que fonctionnelle et qu'il y a des modifications anatomiques qui vont se faire. Et s'il y en a, on peut se dire, est-ce que c'est réversible ou pas? Est-ce qu'on va moduler notre cerveau, nos connexions synaptiques dans une direction donnée? Et qui va dicter ça? C'est-à-dire que c'est quand même paramétré par une machine, enfin c'est une machine qui est paramétrée par des chercheurs. C'est eux qui vont déterminer si on pense dans telle direction ou dans telle autre, si c'est bien, si c'est pas bien. Salut les rebelles, merci d'être sur le magazine le plus libre du monde, probablement Nexus. Et on est aujourd'hui, j'ouvre mon micro à une de nos pigistes, si on pourrait dire, qui est neurologue, diplômée en neurosciences, praticienne hospitalière dans les Pyrénées-Atlantiques et qui était une soignante suspendue à l'époque du Covid. Et depuis cette crise, elle a écrit de nombreux ouvrages sous différents pseudos. Parfois, vous pouvez retrouver son livre Consultation, dernièrement sorti aux éditions Lise Bleu. Et donc, elle a choisi d'écrire dans notre numéro un dossier sur de nouveaux outils pour étudier notre cerveau et qui pourraient vite devenir suspect s'il tombait entre de mauvaises mains. Pour trouver son article, vous allez dans le dernier numéro, le 155, que vous pouvez toujours trouver sur nexus.fr, qui s'appelle JO Paris 2024, les neurosciences au service des sportifs de haut niveau. Bonjour Elsa, comment vas-tu tout d'abord? Bonjour Romain, merci, ça va très bien. Je te remercie, je remercie toute l'équipe de Nexus de me permettre de m'exprimer voilà, aujourd'hui. Mais on est là, nous, le seul travail que peut faire un magazine, c'est d'ouvrir la parole aux spécialistes comme toi, neurologue, spécialiste des neurosciences. C'est à toi que revient le fait de parler de ces sujets-là. Et nous ne sommes qu'un vecteur. C'est celui-ci, c'est ce magazine. Si vous voulez le trouver, même si vous regardez dans 6 mois, vous pourrez toujours l'acheter sur nexus.fr. Voici le dossier, voilà, pour que ça vous soit familier quand vous aurez le magazine. Alors, parle-nous, comme on va essayer de faire simple et je vais me poser j'ai lu l'article, mais je vais essayer d'aller dans la vulgarisation avec toi. En quoi ça consiste et comment de simples outils d'études neurologiques peuvent devenir des outils finalement de contrôle mentaux? En fait, on s'est intéressé à l'occasion des JO 2024 à Paris aux sportifs de haut niveau et notamment à leur cerveau. Et il y a eu quand même pas mal d'argent qui a été mis dans les sciences et en particulier dans les neurosciences pour essayer de comprendre comment fonctionne leur cerveau. Et donc, ce qui est sous-tendu à ça, c'est comment les rendre plus performants grâce aux neurosciences. Et il y a une découverte un peu surprenante et importante en fait, qui a un petit peu modifié la façon dont on allait entraîner les sportifs de haut niveau. Alors c'est encore au stade de recherche, mais on s'est rendu compte en fait, pour faire simple, que il suffisait de penser à l'action sans la faire pour activer les mêmes zones cérébrales que si on faisait l'action elle-même. Voilà. Donc c'est parti de cette constatation-là. Qui a été mis en évidence après en imagerie. Voilà, on s'est dit, c'est étrange, notre Comment cerveau active les mêmes zones quand on pense l'action que si on la faisait. On la pense, mais on ne la fait pas. Voilà. Et donc, on Et s'est dit, qu'est-ce tiens, qui se passe? Parce oui, que les muscles ne se mettent pas en branle, c'est juste voilà. une zone du cerveau. On pense, voilà, par exemple, on a étudié donc les phénomènes moteurs. Par exemple, si on demande à un basketteur de mettre un panier, il le fait réellement. Donc, il va activer son bras, enfin ses bras, il va se propulser et on a enregistré son activité électrique. Et quand on enregistre un basketteur de haut niveau qui va penser le mouvement, mais sans le faire, il va activer les mêmes zones de son cerveau, en fait. Voilà. C'est déjà assez intriguant. On s'est dit, tiens, après, c'est pas parce qu'on active qu'on est plus performant. Donc, on a regardé si le fait de penser l'action sans la faire rendait plus performants les sportifs de haut niveau. Et on s'est rendu compte que oui, effectivement, les sportifs de haut niveau, quand ils pensaient l'action, ils étaient meilleurs quand ils faisaient ce travail finalement d'entraînement cérébral, de bien penser l'action du mouvement, que ceux qui ne la faisaient pas en fait. Voilà, ils étaient meilleurs au niveau des performances sportives, de l'attention, de différents paramètres en fait.
Donc c'est assez fascinant et c'est de là d'où découle l'utilisation, on va dire, des neurosciences pour ces sportifs dans leur entraînement. Et ça, c'est une donnée encore au stade de recherche et qui est, oui, c'est une conception assez récente pour entraîner ces sportifs qui, pour l'instant, n'est pas encore en pratique courante, en tout cas via l'utilisation d'outils, mais elle est déjà pratiquée de façon déjà intuitive par les entraîneurs. Hein. Ils faisaient déjà c'est un peu proche, ça peut être proche de la méditation, mais là, il y a maintenant des coachs sportifs, enfin, ou des spécialistes qui donnent des cours de ce qu'on appelle l'imagerie mentale ou l'imagerie motrice. Il y a notamment Emery Guillot qui fait ça depuis 2021, qui est professeur à l'Université de Lyon, qui fait ça. Et maintenant, on est allé au-delà de ça, c'est-à-dire c'est pas uniquement un homme qui va apprendre à penser aux sportifs à faire l'action, on se sert d'outils technologiques, hein, en fait, informatiques. Mais là, ça faisait pour 2024, notamment pour les JO, ça faisait partie tu parlais de programmes prioritaires de recherche, comme le projet sport de très haute performance et projet science 2024. Donc c'était déjà. Voilà, exactement. Il y a de l'argent qui a été donné. Alors, l'argent pour les JO, il est donné en amont, hein, donc il est donné quelques années avant, hein, pour préparer justement ces sportifs. Donc ça fait plusieurs années que des chercheurs en neurosciences travaillent dessus, en fait, pour préparer ces sportifs. Alors après, c'est pas encore complètement, ça reste au stade de la recherche pour l'instant. Donc il y a certains grands athlètes qui ont pu en bénéficier, mais pas tous. Après, si je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble, mais Avec grand plaisir. Et juste, alors pour faire un petit lien, on en reparlera peut-être plus tard dans l'émission, mais pour ceux qui peuvent nous écouter qu'une dizaine de minutes, toi tu dis que derrière, parce que ça c'est intéressant, là on parle du sport, mais tu dis que ça pourrait dépasser, ça peut être éventuellement un peu inquiétant pour d'autres utilisations dans la vie sociale et politique. Comment est-ce que ça pourrait être utilisé sur les citoyens finalement? bah, en fait, déjà, peut-être dire à quoi ça ressemble, parce que si on comprend pas, enfin, je sais Allons. pas à quoi ça Je- ressemble, voilà, pour bien enfin, qu'on comprenne, parce que sinon, après, on peut pas comprendre l'extrapolation de l'utilisation. En fait, je Tu sais veux pas qu'on mette si le. tu peux mettre. Ouais, voilà, une diapositive. Alors, c'est pas celle-là, c'est la fin. On commence par la fin. Les On 3 commence par dernières la de fin. la fin. Ouais, voilà, les 3 dernières de la fin. Vous avez pu voir Neymar, puisque effectivement, on va Voilà, parler. voilà. Alors voilà, c'est ici, Alors, donc juste la diapo avant, peut-être pour donner le terme, puisque voilà, c'est donc les outils qu'on peut utiliser par rapport justement à cette notion de quand on pense l'action, on peut améliorer les performances des sportifs sans faire l'action elle-même. Ça s'appelle et les outils qu'on a utilisés pour bien penser l'action, puisque finalement, ça marche pas si juste on visualise une action. Il faut qu'il y ait quand même une concentration par le sportif pour bien penser l'action, c'est-à-dire à la fois la voir, se projeter visuellement, mais aussi ressentir des sensations sensitives. Tous les sens en fait doivent être stimulés en fait par la pensée. Donc c'est pas si simple et le sportif des fois il ne sait pas s'il active en fait la bonne zone, s'il pense bien comme il faut le mouvement pour améliorer ses performances. Donc, on s'est dit, il faut qu'il ait un rétrocontrôle, il faut qu'il sache s'il active bien la bonne zone de son cerveau. Et donc, c'est ce qu'on appelle le neurofeedback training, c'est-à-dire l'entraînement par neurofeedback. Alors, il n'y a pas trop de termes maintenant encore trop trouvés en français, mais ce rétrocontrôle neuronal, en tout cas, ou de son cerveau. Donc, je vais vous montrer comment on a conçu ça. Donc, je ne sais pas si on peut le voir sur la diapo. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais donc en gros, c'est parti on a enregistré des sportifs de haut niveau, donc par un enregistrement électrique du cerveau, un électroencéphalogramme. On leur a mis des électrodes sur la tête, sur le scalp. On a enregistré ce qui se passait, puisque les neurones sont vecteurs d'une activité électrique, hein, comme cellules. Et donc, on a enregistré l'activité des neurones, qu'on a amplifiée, et on a regardé ce qui se passait. Et on a demandé à plein de sportifs de haut niveau, par exemple, on va dire un footballeur de penser qui tire un but, et on a regardé, et tous ces joueurs qui pensaient qu'ils tiraient un but, ils allaient activer un spectre de fréquence particulier au niveau cérébral, par exemple le spectre de la bande alpha. Donc, c'est ce que vous allez voir dans les diapos après. alors, hop là.
Voilà, donc il y a des spectres de fréquence et on s'est rendu compte que voilà, quand ils faisaient un mouvement donné, tous les footballeurs qui pensaient qu'ils tiraient, qui marquaient un but, ils allaient activer une zone, un spectre de fréquence, pardon, neuronal en fait, et de la bande alpha. Voilà. Donc du coup, on s'est dit, bah, c'est ça qui, s'il pense bien à l'action, il devra activer cette bande de fréquence alpha. Donc c'est la diapo après. Et donc, lui, comment est-ce qu'il sait que donc ça lui Voilà, ben envoie? voilà. Ouais, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, Voilà, non, et donc t'inquiète, là, vas-y. à partir de ça, on a branché, enfin, on met toujours un enregistrement électroencéphalographique, c'est-à-dire qu'on enregistre par des électrodes sur la tête l'activité électrique du cerveau du sportif de haut niveau. On va lui dire, tu penses que tu tires un but, tu le penses fort, la machine va enregistrer son activité cérébrale et s'il arrive bien à activer le spectre de fréquence alpha, eh ben, par exemple, il va y avoir un voyant lumineux qui va lui servir de rétrocontrôle. Donc, c'est transposé par l'ordinateur, hein, c'est transcrit en une balle qui va monter ou qui va descendre. Là, par exemple, c'est une balle qui monte ou qui descend. S'il active bien le spectre de fréquence de la bande alpha dans son cerveau, c'est-à-dire qu'il arrive bien à penser l'action, la balle, elle va monter, il y aura plus de rouge. Par contre, s'il n'y arrive pas bien, la balle, elle va descendre, il y aura plus de violet. Donc, il a un rétrocontrôle sur son activité cérébrale. Ça veut dire qu'on apprend au cerveau à apprendre. On lui dit, on essaye un peu de façonner ou ouais, comment on va dire, d'induire en fait un mécanisme de pensée particulier, géré par un ordinateur. Donc là, c'est plus le sportif qui sait qu'il a bien joué ou qu'il a fait un bon effort. C'est la machine qui lui dit Oui. lumière verte, c'est bien joué, lumière rouge, il faut que tu recommences. Voilà, en fait, c'est ce qu'on appelle ce neurofeedback training, c'est-à-dire c'est un entraînement par une machine. C'est plus un coach qui va lui apprendre à méditer, à bien penser l'action. C'est le niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'on se sert d'une machine pour déterminer s'il arrive à bien penser l'action. Donc après, ça, et donc on a montré, il y a eu plusieurs études, et c'est pas récent que ça, hein. Il y a des études qui datent des années 91, hein, déjà, les premières, hein, sur des pré-élites de tir à l'arc, en fait, sur 26 personnes. Ils ont essayé, ils ont vu que ça augmentait leur performance d'utiliser cette machine, de faire du neurotraining. Ils sont plus performants. Bon, ça, c'est encore au stade de la recherche. À chaque fois, c'est quelques patients et c'est en laboratoire. Hein, donc, on n'en est pas encore à une pratique courante, mais ça va arriver, hein, en fait, puisque ça marche. Ils sont Enfin, plus ça marche. performants au niveau de la concentration et de la visualisation de l'effort ou comment est-ce que… Oui, ça peut être aussi du geste. En fait, en fait, on va demander à des sportifs, je sais pas, par exemple des basketteurs de tirer des paniers. Et puis, donc, ils vont tirer tant de paniers, je dis n'importe quoi, hein, mais tant de paniers à la minute. Après, on va leur faire un entraînement pendant plusieurs jours de neurofeedback. Ils ont juste à penser qu'ils marquent des paniers. Et après, on va leur redemander de tirer, de marquer des paniers, de voir en une minute combien ils en font. Ils en font plus que ceux qui n'ont pas fait cet entraînement mental. Donc, ils sont plus performants dans leurs gestes, en fait. Et celui Dans qui un fait, geste précis. Mmh. je crois qu'il y a un exemple dont je suis pas sûr que tu en parles dans l'article si je m'en souviens bien, mais c'est celui qui va faire le geste mais un peu différemment, c'est-à-dire celui qui va être un peu un, un ovni. Il y a toujours ça dans le sport. Il y en a un qui fait pas comme le coach nous a appris, il va faire différemment. Qu'est-ce que la machine va lui dire à lui qui fait les choses à sa manière? Bah, alors, il peut y avoir le contrôle visuel, c'est-à-dire que s'il ne fait pas comme il faut ou s'il fait différemment, bah, la balle, elle va descendre, elle ne va pas monter. Il y a aussi des systèmes de couleurs, rouge ou vert. Il y a aussi, ça peut marcher aussi avec des stimuli, pas forcément visuels, mais des auditifs, en fait. Donc, ça va biper d'une certaine manière si on pense dans le bon chemin, on va dire, et ça va faire un autre bruit ou pas de bip si on ne pense pas dans le bon chemin. Voilà. Après, ce qui est un peu on va dire, il y a quand même des limites. Ce qui est un peu dangereux, c'est en tout cas, les études sont quand même contradictoires. Maintenant, il y a 2 grosses méta-analyses qui sont sorties en 2018, en 2023, qui ont regroupé l'ensemble de toutes les études qui ont été faites sur le neurofeedback. Il y a à peu près 200 études et on n'en retient qu'une dizaine qui sont vraiment faites de façon très scientifique, rigoureuse, avec un groupe contrôle, etc. Et dans ces méta-analyses, finalement, c'est un peu contradictoire et on
ils ont montré que certes, quand on utilise le neurofeedback, on est plus performant que les sportifs qui l'utilisent pas. Mais par contre, si on met un placebo, c'est-à-dire qu'on va donner des réponses erronées, par exemple la balle, elle va être, ou le signal, il va être vert quand le sportif va activer une mauvaise zone cérébrale ou la zone contralatérale, et il va quand même être plus performant alors qu'il n'active pas la bonne zone. Donc ça pose un peu question, et on n'est pas encore au point de tout ça. Voilà, donc après, il y a aussi une étude qui a une dizaine d'années maintenant qui a montré que en fait, on avait à la fois des modifications, on était plus performant, il y a une modification de l'activité électrique du cerveau, mais il y a aussi des modifications, on va dire, ultrastructurales. Ils ont regardé en imagerie fonctionnelle, et la différenciation substance blanche, substance grise, elle se modifie après ce neurofeedback. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'on induit une plasticité cérébrale, on joue là-dessus en tout cas, et peut-être que cette plasticité, elle n'est pas que fonctionnelle et qu'il y a des modifications anatomiques qui vont se faire. Et s'il y en a, on peut se dire, est-ce que c'est réversible ou pas? Est-ce qu'on va moduler notre cerveau, nos connexions synaptiques dans une direction donnée? Et qui va dicter ça? C'est-à-dire que c'est quand même paramétré par une machine. Enfin, c'est une machine qui est paramétrée par des chercheurs. C'est eux qui vont déterminer si on pense dans telle direction ou dans telle autre, si c'est bien, si c'est pas bien. Donc, si on extrapole on va dire, au sujet normal, on peut se dire qu'est-ce qu'on en fait, quoi. C'est toujours pareil. Là, c'est dans un but pour améliorer les performances des sportifs, mais il faut savoir qu'au début, ces techniques, elles étaient utilisées pour des malades, c'est-à-dire qu'on était dans le cadre, on a changé de cadre en fait, et d'indication. C'est ça aussi qui peut faire peur. Au départ, c'était pour des malades, c'était des patients qui étaient déficients, à qui il manquait des choses au niveau cérébral, qui avaient fait un accident vasculaire cérébral, par exemple, avec une hémiplégie, qui ne pouvaient pas bien bouger leur corps. Et le but, c'était d'activer d'autres zones du cerveau pour essayer de remobiliser un peu, de remettre des connexions synaptiques pour essayer de combler un manque, quelqu'un qui était déficitaire et qui avait une maladie neurologique. Après, là, on passe dans autre chose, c'est-à-dire qu'on était dans des cerveaux, on va dire entre guillemets, un sous-efficient, c'est-à-dire qu'il manquait une partie en raison d'une maladie, d'un accident vasculaire. Donc là, on peut concevoir, on est dans le thérapeutique, c'est-à-dire qu'on essaie de suppléer à quelque chose qui est déficient. Les sportifs de haut niveau, on est dans la phase l'opposé, c'est-à-dire donc on n'a pas parlé du cerveau des sportifs de haut niveau, mais il y a eu des études, c'est peut-être qu'ils sont surefficients. En tout cas, il ne leur manque pas, ils font même mieux que l'homme normal. Donc là, on est en train de paramétrer un cerveau surefficient pour un but qui n'est pas thérapeutique, en tout cas. Et là, alors, c'est vrai que nos lecteurs sont moins penchés sur le sport que sur les aspects de la société. Là, justement, est-ce que pour toutes les questions de crédit social, de faire les choses de la bonne manière, d'être un bon citoyen, un bon travailleur, est-ce que justement, si ça tombait dans de mauvaises mains, ça pourrait aller, il pourrait y avoir ce type de dérive d'utilisation? Ben, moi, c'est un peu ma crainte, c'est-à-dire que dans tout cela, qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi? Quels sont les buts? Parce qu'on se doute bien que si on étudie des cerveaux sous ou surefficients, c'est pour après, enfin, en tout cas, on peut s'interroger, est-ce qu'après, c'est pas pour modéliser la pensée humaine, comprendre les mécanismes et arriver oui, à les modéliser par des machines, en fait. Après, qu'est-ce qu'on va en faire? Il y a plusieurs interrogations. Il y a celle-ci, il y a aussi celle de finalement, la première question, est-ce que ce neurofeedback qui marche chez les sportifs de haut niveau et qui marche chez les patients malades, est-ce qu'il marche chez l'homme normal? Et donc, il y a quand même eu quelques études où il y a un article, un chercheur qui a regardé. En fait, lui, il n'avait pas de sportif de haut niveau sous la main, donc il a pris ses étudiants chercheurs, quoi. Il en a pris quelques-uns, il a regardé si ça améliorait ou pas certaines fonctions. Et en fait, oui, effectivement, ça marche aussi chez le sujet, on va dire, normal, quoi. Et il arrivait, en leur faisant faire des tests, après une semaine seulement d'entraînement, il arrivait à modifier, à améliorer leur capacité d'attention visuelle et auditive. Donc, on n'est plus dans le sport, on n'est plus dans l'activité motrice, on n'est plus chez le sujet, on va dire, surefficient ou sportif de haut niveau. On est dans voilà, l'étudiant lambda, quoi. Hein. Et uniquement 7 jours d'entraînement, on suffit, quoi. Donc, on peut se dire si on fait plus longtemps et voilà, est-ce qu'on veut améliorer l'attention? Qu'est-ce qu'on veut améliorer derrière? Mais ça marche en dehors des fonctions motrices et ça marche chez le sujet normal. Et ça, on le sait. Voilà. Donc, je pense qu'il faut être vigilant. Et l'autre aussi aspect, c'est que là,
on se sert de l'activité cérébrale de sportif et on induit sa direction de pensée. C'est-à-dire que finalement, le cerveau, il est émetteur, il va émettre une pensée et le récepteur, c'est l'ordinateur. Et la balle, elle va bouger. Mais un neurone, on sait qu'il, c'est une cellule en fait qui est la seule qui peut émettre un signal électrique, mais elle est capable d'en recevoir et de le transmettre. Donc, si ça va dans un sens, si ça va du cerveau au robot, on peut imaginer que ça peut aller du robot au cerveau. C'est-à-dire que le neurone, il est capable aussi de recevoir une information et de modifier les choses et ses connexions en fonction d'un robot. Voilà, enfin, j'extrapole, mais on se dit si ça marche dans un sens, cerveau-machine, ça peut marcher dans l'autre sens, machine-cerveau. Peut-être, peut-être, voilà. Et là, bon, ça fait quand même un peu peur. Enfin, en tout cas, ça me fait peur à moi. Et c'est très intéressant ce que tu nous racontes là en ta qualité de neurologue. Je rappelle des petites citations, enfin je rappelle pas pour les gens qui veulent creuser, toutes les sources sont dans l'article. Là, je regarde quelques citations que j'avais notées de mon côté. Tu dis, n'est-il pas dangereux de transformer le cerveau en l'obligeant à penser dans la bonne direction en activant tel ou tel spectre de fréquence de l'activité électrique produite par les neurones? Et il y en avait une citation qui était alors on est presque autant, on s'était dit on allait faire 25 minutes, donc on est à peu près dans le temps qu'on s'était imparti. Mais il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué et qui revient tout le temps dans la science, parce qu'en fait, c'est intéressant que les gens fassent. Moi, j'ai pas de problème avec l'innovation en tant que journaliste ou en tant que citoyen. C'est-à-dire que c'est intéressant et je pense que toi, c'est pareil. Mais par contre, il y a toujours la question de qui paye. Et souvent, ceux qui payent sont ceux qui donnent la direction aux choses. Et aujourd'hui, on a un problème où en fait, on a très peu de gens libres. Tu me le disais, je ne sais pas si tu en parlais là, mais parce que je reprends une de tes citations, tu fais de fait, ce sont les mêmes industriels qui sont à la fois ceux qui financent majoritairement, l'État étant minoritaire dans le financement de la recherche, donc c'est et qui commercialisent ensuite les outils créés. Donc en fait, tu as une recherche qui est là pour créer de la consommation de ces outils-là derrière. Et ce qui est intéressant, c'est, tu me disais, quand on en parlait hors micro, tu me disais que tu avais des proches qui disaient, bah, finalement, ils ne travaillent plus dans la santé, ils voulaient travailler dans la santé, maintenant ils travaillent avec les sportifs, parce que c'est là où on met de l'argent, et on met plus d'argent pour les gens qui ont besoin de soins de première nécessité. Voilà, c'est le monde, c'est la dangerosité, on va dire, sur ces sujets-là, quoi. Qui paye? Bah oui, voilà, ça c'est encore un autre. Donc c'est à la fois, donc là on a parlé de qu'est-ce qu'on fait de ces progrès, voilà, est-ce qu'on les extrapole à l'homme normal et pour qui et pourquoi? Et pareil, derrière, il y a la dépendance quand même à l'objet, parce que si on nous apprend à être performant, à bien voir, à bien entendre, il y a la dépendance à l'objet. Et effectivement, derrière la dépendance à l'objet, se soulève la question de qui commercialise l'objet et qui finance les recherches. Et malheureusement, en discutant avec des chercheurs au CNRS ou d'autres, et je les remercie, et c'est tout à fait passionnant, ils ont les mêmes interrogations que moi. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une transformation et l'argent qui au départ, même dans la recherche publique, la recherche publique, normalement, qui est censée être financée par le public, qui finalement l'est plus ou quasiment plus, mis à part, voilà, comme ça, quelques les JO ou quelques petites… voilà, mais voilà, en pratique, maintenant, c'est quand même le secteur privé. Et le secteur privé, il me disait qu'avant, il y avait quand même aussi les laboratoires pharmaceutiques qui finançaient pour les médicaments, etc. Maintenant, c'est les industriels, en tout cas en neurosciences. En neurosciences, c'est beaucoup les industriels, c'est-à-dire pour essayer de modéliser la pensée humaine, essayer de faire des outils, en fait, pour soi-disant nous aider dans notre vie, dans notre quotidien. Et finalement, ma crainte, c'est qu'on sous-utilise notre cerveau et qu'on soit dépendant d'une machine parce qu'on sait très bien que quand on n'utilise pas… c'est un peu comme les neurones et les voies de connexion, c'est voilà, c'est un peu comme des chemins. Et une autoroute, on la prend tous les jours, on trace, et le chemin qu'on n'utilise plus, on va plus pouvoir le fréquenter. Il va y avoir de mauvaises herbes, tout va pousser, on pourra plus le prendre. Voilà, alors qu'avant, on pouvait prendre ce chemin-là de travers. Donc, enfin, c'est un peu imagé, mais donc oui. Et après, du coup, si c'est les industriels qui financent la recherche, ils vont financer effectivement ceux qui enfin, ce qu'ils pensent pouvoir commercialiser et leur apporter de l'argent. Donc, du coup, il y a un conflit d'intérêts et c'est les bailleurs qui vont guider la recherche. Donc là, ça pose voilà, des questionnements par rapport à l'indépendance de la recherche publique par rapport aux industriels. Voilà. Et donc là, c'est un peu dangereux, à mon avis, si on commence à mêler l'argent dans les sciences. Mais malheureusement,
voilà, ils sont dépendants de ça. Parce que finalement, dans tous ces sujets-là, c'est comme avec l'intelligence artificielle. On a fait pas mal de dossiers là-dessus à Nexus sur l'intelligence artificielle. C'est un outil comme un autre. Et finalement, les outils, c'est tout comme un couteau. Ça peut aussi bien nous aider à couper nos aliments pour manger que faire du mal aux voisins. Et la question, c'est qui utilise justement ces outils-là. Et aujourd'hui, parfois, dans le monde peu compris, parfois du monde de l'information alternative, c'est tout ce que l'on dénonce, c'est que certaines personnes ne sont pas forcément bienveillantes. Vous pouvez retrouver tout le dossier de Elsa, n'hésitez pas à aller le trouver dans le numéro 155. C'est ce magazine-là, même si vous regardez l'émission dans 2 ans, en 2026, du coup, vous pourrez toujours acheter ce numéro normalement sur nexus.fr, sauf s'il est vraiment en rupture de stock. Et c'est possible puisqu'il marche très très bien, probablement grâce à cet article d'Elsa Krim. Donc n'hésitez pas à aller le lire pour creuser la question. On gardera un œil grâce à toi là-dessus. On en reparlera peut-être dans les prochains mois, prochaines années de ce sujet. Mais c'était passionnant de parler de ça avec toi, Elsa. Merci beaucoup et voilà, peut-être pour amener une petite conclusion, quand même dire, comme tu l'as dit, hein, c'est-à-dire que voilà, derrière il y a l'IA, il y a l'homme augmenté. Voilà, est-ce qu'on a besoin d'être encore plus performant? On est dans la consommation presque de cerveau humain là. Enfin, au bout d'un moment, il faut faire stop. Et juste, je suis pas contre voilà, l'IA si c'est un but médical pour aider des patients, mais tout dépend de la finalité. Encore une fois, c'est tout dépend de la finalité. Et après, moi qui suis neurologue, je pense que la meilleure des conclusions, c'est que moins il y a d'intermédiaires entre notre cerveau et notre main et notre pied, et meilleur on est. Et à mon avis, plus on utilise notre cerveau, plus on sera indépendant. Et je pense que l'indépendance, c'est quand même la liberté, et y compris la liberté de penser. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Romain. C'est vraiment passionnant. Et encore une fois, dès que vous entendez le nom d'Elsa Krim, je vous le dis, elle a souvent travaillé sous pseudo ces dernières années depuis les grandes dernières crises. Et c'est vraiment quelqu'un de courageux. Donc, dès que vous le pouvez, soutenez-la. Tu as un livre, en fait, je ne l'ai pas amené. Je ne sais pas si tu veux informer les gens. Tu en as un qui sort pour Noël sous un autre pseudonyme. Je ne sais pas si tu veux en parler. Ouais, après, ouais, non, voilà. Ok. Mais tu as Écoutez, une consultation, lui, il est signé de ton nom et il est toujours disponible, je crois. Bien ça. oui, c'est une pièce de théâtre, en fait, sur la médecine ancienne et moderne et les dérives. Voilà. Les Merci dérives. beaucoup, hein. Merci Avec beaucoup. grand plaisir. À Voilà. bientôt. Merci à tous Au revoir. d'avoir suivi. Et n'hésitez pas à offrir Nexus pour les fêtes. C'est une très bonne idée de cadeau. Même d'offrir un abonnement à vos proches, ça peut bien marcher pour les fêtes. Soit celle-là, soit les futures. À bientôt à tous. Salut Elsa. Bye. Merci, au revoir.